comment on fait pour savoir ce qu'on veut à travers un texte. Cette recherche des finalités, on peut la faire, je dirais, de manière conjoncturelle et de manière structurelle. On peut la faire de manière conjoncturelle en recherchant quelle a été l'intention du législateur lorsqu'il a posé, lorsqu'il a édicté cette règle de droit. On va chercher où cette intention? On va la chercher dans les travaux préparatoires. C'est la raison pour laquelle j'ai passé du temps, vous vous en souvenez, lorsque je parlais de l'élaboration de la règle, de la loi. Ce sont les travaux préparatoires, ceux qui sont faits dans les ministères avant l'écriture du projet de loi, ceux, certes assez courts, mais qui s'écrivent à l'issue du Conseil des ministres, l'avis du Conseil d'État, les travaux parlementaires, les travaux de la commission mixte paritaire qui vont permettre d'identifier, donc qui constituent les travaux préparatoires et qui vont permettre d'identifier les intentions du législateur. Alors, c'est ce que j'appelle la partie conjoncturelle. On regarde sur la règle ce qui s'est fait avant qu'elle ne soit adoptée, dans la période relativement brève de temps au cours de laquelle elle a été adoptée. Cet intérêt pour les travaux préparatoires, décline au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'entrée en vigueur de la règle. Exemple. Je vous ai dit que le droit des contrats a été réformé par une ordonnance du 10 février 2016, peu importe la date, 2016. Eh bien, une loi de 2018 est venue ratifier l'ordonnance de 2016 portant réforme des contrats. Il y a, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, ce n'est pas la peine d'anticiper sur le cours de deuxième année et de vous embrouiller l'esprit, mais il y a, à propos des textes issus de cette réforme, il y a de nombreuses questions d'interprétation. Eh bien, la Cour de cassation, compte tenu du caractère relativement récent de cette réforme, la Cour de cassation, lorsqu'elle interprète ces textes, lit de près, examine de près les travaux préparatoires et suit généralement ce qui résulte de ces travaux pour identifier la finalité de la règle. En un mot, les travaux préparatoires permettent d'identifier la finalité de la règle en considération des intentions exprimées par le législateur, en tout cas par l'ensemble des instances qui ont écrit le texte de loi. Plus on s'éloigne de l'entrée en vigueur de la règle, moins les travaux préparatoires ont d'importance. Exemple. Cet exemple, je vous l'ai déjà donné, mais je le reprends comme ça, ce sera plus clair. Je vous ai indiqué que dans le Code civil de 1804, dans le Code de 1804, il y avait un article 1384 qui venait dire, dans certains cas, on est responsable, sans doute de sa faute, mais on est responsable également des choses dont on a la garde. Okay. Vous savez, j'ai une voiture, si je provoque un accident avec une voiture, c'est moi qui ai la garde de la voiture et je suis responsable, même si je n'ai pas commis de faute. C'est ça l'idée. Ce texte, je vous avais dit, en 1384, il n'a aucune portée générale. C'est un texte qui dit on peut être responsable du fait des choses dans un certain nombre de cas, et il y a une liste qui est censée être exhaustive.
Mais en 1804, c'est quoi les choses qu'on a sous sa garde? C'est des outils, ce sont des charrettes. Bref, ce sont des choses qui, en elles-mêmes, suscitent assez peu de danger. Nous sommes avant la phase industrielle, nous sommes avant la révolution industrielle. Nous arrivons au début du XXe siècle, avec les accidents du travail, avec les accidents automobiles, etc. Est-ce que le juge, qui connaît de tous ces accidents, va se dire que pensait en 1804 le législateur lorsqu'il a adopté ces règles? Ça n'a plus aucun intérêt. Le monde a changé. Autrement dit, la finalité de la règle ne doit plus s'apprécier. La finalité de la règle ne doit plus s'apprécier uniquement au regard des intentions du législateur. La finalité de la règle doit s'apprécier en considération du contexte et en considération du rôle. Je vais être un peu plus précis, en considération du rôle de la fonction qu'occupe la règle dans l'ordre juridique, dans le droit positif, au moment où il faut l'interpréter. Je reste sur mon exemple de la responsabilité. Lorsqu'on est en 1930, puisque c'est en 1930 que ça se passe, et donc, vous pouvez lever le crayon une seconde, écoutez. Nous sommes en 1930, et donc le monde a changé. Mais pas simplement le monde qui a changé. La loi a aussi changé. Avant 1930, il y a une loi de 1896 sur les accidents du travail. Ce que cette loi vient dire essentiellement, c'est que l'employeur a une responsabilité quand bien même sa faute n'est pas démontrée. Autrement dit, il y a, en 1930, déjà un texte majeur qui vient déconnecter la responsabilité de la faute. Donc quand on s'interroge en 1930 sur le sens, sur la portée qu'il faut donner à ce fameux article 1384, on est responsable de sa faute, mais aussi du fait des choses qu'on a sous sa garde. Eh bien, en 1930, on sait que juridiquement, il est admissible qu'on puisse être responsable sans avoir commis de faute, qu'on puisse être responsable simplement en raison des risques concrets en conduisant une voiture, des risques concrets en faisant fonctionner une usine, une industrie avec des outils dangereux, présentant une dangerosité. Et donc, le monde a changé, le droit a changé, et on peut se dire, à ce moment-là, que la finalité de la règle, la finalité des règles de responsabilité civile, ce n'est plus seulement de sanctionner une faute. La finalité de la règle, c'est de réparer le préjudice de ceux qui sont le plus exposés aux risques créés par autrui. Et donc vous voyez qu'ici, la finalité de la règle se détermine non plus seulement au regard des intentions du législateur, mais au regard de ce que dit la règle dans le contexte juridique dans lequel elle s'insère. Je reviens, on va rester un petit moment là-dessus. Je reviens sur l'exemple des consommateurs. Vous voyez bien que les textes dont je parle, certains sont récents, mais d'autres datent en fait de 1978. Les premières grandes lois protectrices du consommateur sont des lois de mémoire du 10 mai 1978 qu'on appelait les lois Scrivener, du nom du ministre de l'époque dédié à la consommation. 1978, c'était il y a longtemps aujourd'hui.
Donc, lorsqu'on s'interroge sur la portée qu'il faut donner à la règle, on ne va plus chercher dans les travaux préparatoires. On se dit, abstraction faite des travaux préparatoires, pourquoi le consommateur bénéficie-t-il d'une protection supérieure aux autres, supérieure à ceux qui contractent pour leurs besoins professionnels? Pourquoi? Il y a plein de raisons possibles, mais la raison qui est probablement la plus importante, la plus déterminante, c'est ce que les économistes appellent l'asymétrie d'information. L'asymétrie d'information, asymétrie, c'est le contraire, symétrie, devant on met A, l'asymétrie d'information. L'asymétrie d'information, c'est le fait que par rapport à l'objet vendu, par rapport à la prestation, le consommateur en sait moins que le professionnel. Il y a donc un déséquilibre sous l'angle de l'information et il faut donc rétablir, autant que faire se peut, cet équilibre. C'est ça le sens de la règle. Et à partir du moment où on a ainsi identifié la justification, la finalité de la règle, on peut commencer à raisonner et on peut par exemple se dire, ce que j'ai déjà dit et que je redis ici, on peut par exemple se dire, eh bien, si la règle doit s'appliquer pour réparer, pour alléger les asymétries d'information, il faut les appliquer dans toutes les hypothèses où il y a asymétrie d'information, donc même dans l'hypothèse où un professionnel contracte avec un autre professionnel s'il est avéré que ce dernier n'a pas la connaissance suffisante, est en asymétrie d'information par rapport à l'autre professionnel. Et vous repensez au bijoutier. Mais ça n'est pas suffisant. La finalité de la règle doit s'insérer dans les finalités du droit, et pas simplement la règle, dans les finalités du droit considérées comme un ensemble. Et nous avons vu que les règles de droit, parce qu'elles font partie d'un ensemble structuré, les règles de droit doivent remplir ce qu'on appelle un impératif de sécurité juridique. Les règles de droit doivent être suffisamment prévisibles. À la lecture des règles de droit, on doit pouvoir déterminer si oui ou non on agit en conformité avec ces règles. Je reste sur mon exemple. Vous voyez comment le raisonnement d'interprétation avec des idées simples devient beaucoup plus subtil quand on le met en œuvre. Je reste sur mon exemple du consommateur et des règles de la consommation que j'applique à un non-consommateur. Sans doute est-ce justifiable du point de vue, au regard de la finalité des règles protectrices du consommateur. Mais cela est moins justifiable au regard de l'impératif de sécurité juridique qui est l'une des finalités du droit formulées à travers des règles de droit. Pourquoi ? Parce que si on applique les règles du Code de la consommation dans toutes les hypothèses où il y a asymétrie d'information, on aura le plus grand mal à délimiter les situations dans lesquelles il y a asymétrie d'information. Autrement dit, on ne saura jamais, avec suffisamment de prévisibilité, il y a toujours de l'imprévisibilité, mais il en faut quand même un minimum. Donc on ne saura donc jamais, avec suffisamment de prévisibilité,
s'il y a lieu ou non d'appliquer la règle protectrice du consommateur. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, dans pratiquement tous les contrats, il y a une asymétrie d'information. Je prends un exemple qui pourra vous dire quelque chose. Quand un grand opérateur, un grand fournisseur d'électricité s'adresse à une grande entreprise spécialisée dans la construction, par exemple, de centrales nucléaires, pour faire construire une centrale qui permettra de fournir de l'électricité. A priori, nous sommes entre deux professionnels chevronnés, entre le plus grand groupe, le plus grand fournisseur d'électricité dans un pays donné, par hasard, je pense évidemment pas du tout à la France, mais le plus grand fournisseur d'électricité et un des plus gros opérateurs dans le domaine du nucléaire. A priori, les compétences sont les mêmes. Eh bien non, non. Le grand fournisseur d'électricité n'a pas toutes les ressources en interne pour apprécier la pertinence, la qualité du projet qui lui est soumis par la grande entreprise spécialisée dans le nucléaire. Et la preuve, c'est que les projets, au lieu de se faire en 2 ans, se font en 20 ans, parce qu'il y a un déficit de compétences. Est-ce qu'on va appliquer le code de la consommation dans les rapports entre ces deux entités, au prétexte qu'il y aurait une asymétrie d'information? La réponse est non. Parce qu'il y aurait trop, ce serait absurde, et tout deviendrait imprévisible, l'application du code de la consommation deviendrait imprévisible. C'est la raison pour laquelle, in fine, on retient aujourd'hui la solution, pour des raisons de sécurité juridique, que les règles du Code de la consommation s'appliquent uniquement à des consommateurs, c'est-à-dire des individus qui consomment pour leurs besoins, qui achètent, qui contractent pour leurs besoins personnels. Donc vous voyez le dédale. Les travaux préparatoires, sur un texte un peu ancien, leur rôle s'efface au fil du temps. La finalité de la règle, on l'a réfléchie. Essaye de comprendre pourquoi on l'a réfléchi au regard de ce dont on dispose comme connaissance, par l'effet d'une analyse approfondie de la règle, et on dit, ben voilà, en fait, on protège le consommateur parce qu'il y a une asymétrie d'information. Et donc, si on regarde que la règle, que sa finalité, on se dit, ah ben on peut étendre son champ d'application. Mais c'est pas fini. On regarde maintenant au regard du droit, dans son ensemble, est-ce qu'on n'est pas en train de créer de l'incohérence, de l'imprévisibilité, une atteinte à la sécurité juridique qui est une finalité du droit? Et donc finalement, après avoir raisonné en 3 étapes, on dit, ben voilà, on raisonnera a contrario plutôt que par analogie. Mais vous voyez, ce n'est pas à Paris a contrario qui donne la solution. À Paris a contrario, ce sont juste 2 noms pour désigner la conclusion du raisonnement. Mais pour savoir si on raisonne par analogie ou a contrario, vous voyez bien qu'il faut faire tout ce travail de recherche des finalités de la règle.